Bonjour à tous. Alors, première vidéo sur la carte satellite V2 qui, je dirais, succède ou se veut le successeur de la carte satellite V1 qu'on vous a largement présenté dans Nokudunu. Alors pour info, je vous remonte la carte satellite V1 pour le coup, comme ça vous allez pouvoir voir les différences au moins apparentes. Alors c'était une carte, c'est toujours d'ailleurs une carte très innovante, mais en tous les cas à l'époque c'était un concept très innovant. L'idée était de piloter en fait toutes les fonctions ou les principales fonctions d'une zone, hein, je dis bien zone volontairement cette fois, d'une zone d'un réseau ferroviaire, au travers de cette petite carte programmée ad hoc. Alors on avait, pour commencer très simplement, bien sûr, une partie alimentation ici, rouge-noir, un buscan ici, son transceiver ici, un 2515 pour un Arduino Nano, et puis différents éléments, ici l'entrée de la détection de courant, ici une façon d'aborder le pilotage des aiguillages et des feux aussi relativement original selon les croisements que l'on opérait, ce qui permettait dans l'ensemble d'avoir une petite carte assez compacte et assez sympa sur le réseau. Alors pourquoi avoir voulu un successeur en fait à cette carte qui aurait peut-être pu se suffire à elle-même? Alors tout d'abord, elle ne permet pas, il n'y a pas d'intelligence dans le sens pilotage du réseau. Cette carte permet ou de transmettre au réseau des informations, c'est le cas des feux, ou à des aiguillages, et peut recevoir des informations via le buscan de l'extérieur, et en particulier d'un gestionnaire qui va lui dire arrête ta locomotive, allume tel feu, ou ainsi de suite. Or, je reviendrai là-dessus en détail par ailleurs, mais en fait, on n'a jamais véritablement réussi à interfacer cette carte avec n'importe quel gestionnaire de type CDMRI, JMRI ou autre. Et finalement, tout sympa qu'elle était et toute très innovante technologiquement, eh bien, elle n'a pas trouvé sa place sur les réseaux des modélistes ferroviaires. Alors, l'idée, en repartant des nombreux avantages, des nombreux atouts de cette carte satellite V1, l'idée a été de corriger certains défauts, et en particulier celui donc de pouvoir servir au pilotage des réseaux. Alors, le premier point, la première étape a été de se dire comment pourrait-on interfacer cette carte avec des logiciels existants, comme je disais, JMRI, CDMRI ou autres, ou Rockrai. On s'est vite rendu compte que la programmation de ces logiciels était une véritable usine à gaz. En fait, quand vous regardez l'ensemble des tutos, c'est d'une complication absolue, et donc on a vite abandonné l'idée en fait d'interfacer ces cartes satellites avec une gestion extérieure, et on s'est dit pourquoi pas en fait en faire des cartes autonomes. C'est-à-dire que vraiment le principe de base, l'idée principale à retenir de ça, c'est que cette carte est capable par elle-même d'avoir une certaine intelligence sur le réseau, et donc d'avoir un certain nombre de commandes. Alors, on va revenir en détail, mais premier élément, on associe à cette carte, par exemple, un détecteur RICOM dont je vais parler tout à l'heure, qui permet au microcontrôleur d'envoyer lui-même des ordres
par DCC++ à une locomotive pour lui dire de s'arrêter si jamais le canton suivant est occupé, de s'arrêter donc, ou celui encore suivant de ralentir puisque le canton C+2 est occupé par une locomotive. Donc je vais y revenir largement, mais ici on a le concept de satellite autonome qui peut permettre la gestion d'un réseau en se dispensant totalement d'un logiciel extérieur. Alors bien sûr, c'est des cartes qui se multiplient sur le réseau puisque il n'y a pas de réseau avec un seul canton. Alors, pour détailler un petit peu cette carte-là. Tout d'abord, donc le microcontrôleur, c'est un ESP32. Alors, c'est un ESP32. Pourquoi ici plus particulièrement? Eh bien, plutôt pour des questions de puissance, de double cœur, puisqu'on va utiliser vraiment les deux cœurs pour accélérer des calculs nombreux et rapides que l'on souhaite. Étonnamment, peut-être pour certains, on ne va pas utiliser la partie Wi-Fi qui fait la particularité de cette carte, tout simplement parce que si on en a 20, 30 ou 40 sur le réseau, ça va devenir un tel bazar que votre box domestique va péter les fusibles et bien autre chose peut-être encore avant. Donc c'est surtout pour sa puissance, c'est aussi pour une autre chose intéressante, le SP32 dispose d'une mémoire flash qui nous permet de stocker des fichiers. Alors en l'occurrence ici, on va pouvoir stocker un fichier, en premier un fichier de paramétrage qui va conserver, stocker en dur, un peu comme une EEPROM, mais avec des quantités beaucoup plus importantes et beaucoup plus facilement accessibles, qui va stocker toutes les informations que l'on souhaite permanentes de cette carte. Alors, première information par exemple, on va aller aussi le détailler un peu plus tard, tous les logiciels, tous les programmes envoyés sur un satellite sont tous rigoureusement identiques, contrairement à ce qu'on avait sur les précédents satellites où il fallait par exemple donner à chacun son identifiant au départ pour pouvoir l'utiliser. Ici, l'identifiant est neutre au départ, et dès que cette carte va être connectée au réseau, au bus CAN dont on va aussi reparler, elle va recevoir un identifiant, et c'est l'identifiant, eh bien, elle va le garder en permanence, et même quand on va éteindre la carte, comme on va arrêter le réseau, eh bien, l'identifiant à ce moment-là va être stocké sur la mémoire flash et rappelé au démarrage. De la même manière, les aiguilles qui sont pilotées par cette carte, si on éteint la carte, eh bien, sauf à l'enregistrer comme dans une EEPROM, eh bien, on perd les butées déviées, les butées droites et un certain nombre d'informations. Je m'étale pas trop non plus là-dessus, mais c'est pour vous donner une des particularités. Donc, première chose, un programme rigoureusement identique, quel que soit le satellite sur le réseau, et deux, des cartes totalement anonymes qui vont récupérer de certaines manières tous les paramètres dont elles ont besoin et les stocker en flash. Alors, quoi dire? La carte, son seul mode de communication, c'est le CAN. Donc ici, on n'a besoin que d'un transceiver, puisqu'il y a déjà une partie du CAN qui est implantée dans le SP32. Ici, un MCP 2562, donc qui va permettre d'assurer la communication CAN. Alors, petite particularité sur ces cartes, elles se chaînent les unes avec les autres en RJ45 avec donc du câble, ce qu'on appelle traditionnellement du câble Ethernet, très facilement. Et on crée comme cela un bus comme fonctionne le CAN. Alors, petite précision, surtout ne jamais câbler en étoile comme on peut le faire par exemple en Ethernet où on met un switch et puis on a une arrivée et puis on va avoir 2, 3, 8, 16 départs
pour aller dans les cartes. Dans un Buscan, c'est hors de question, on rentre dans une carte et on ressort de l'autre carte. Alors, on pourrait aussi rentrer en canne d'autres manières. Là, on peut ajouter un connecteur. Par exemple, pour la première carte du bus, eh bien, on va entrer ici en low et en high, le can, et puis après, il va être redistribué par le RJ45 qui se trouve ici. Donc, bien retenir ce côté intéressant, c'est que toutes les cartes sont chaînées les unes par rapport aux autres. On passe en plus, dans le câble RJ45, on passe un courant de 12 volts qui permet de ne pas avoir d'autres câbles à circuler. Alors, là encore, si j'avais enlevé, si j'étais sur ma première carte, il faudrait bien qu'elle soit alimentée. Alors, pour le coup, elle est alimentée ici par ce connecteur en plus et en moins, mais dès qu'on alimente ici, le courant est transféré vers les autres cartes au travers du câble RJ45 ici. Donc, de ce côté-là et de ce côté-là, bien sûr. Alors, l'idée, pour ne pas absorber des courants trop importants sur ce type de câble, c'est toutes les 4, 5 ou 6 cartes, eh bien, de venir se repluguer en 12 volts pour réalimenter le circuit. Alors, vu rapidement, on a derrière cela, que ce soit d'ailleurs l'arrivée de courant ici ou là, un petit convertisseur de courant en 5 volts, parce qu'on sait que pas mal d'équipements restent en 5 volts. Ici, pour aborder rapidement la chose, les cerveaux d'aiguillage, il y en a 4 sur cette carte, donc le moyen de piloter les cerveaux d'aiguillage, eh bien ces cerveaux s'alimentent en 5 volts, donc c'est ce petit convertisseur qui va fournir le courant de 5 volts, convertisseur de 5 volts 1 ampère, donc ce qui est relativement important, mais qui montre aussi la nécessité quelquefois donc de réalimenter selon la consommation globale de cette carte et des suivantes. Donc 5 volts ici, et puis on utilise le convertisseur 3 volts 3 de l'ESP32 pour l'ESP lui-même et certaines fois quand on en a besoin. Donc voilà, le courant, 12 volts, 5 volts pour l'ensemble et 5 volts ici pour ensuite être converti à 3.3 et disposer de 3.3. Alors qu'est-ce qu'on trouve d'autre sur cette carte de relativement notable ? Ici, tout d'abord, un 74 HC 595, mais il pourrait y en avoir un deuxième, avec simplement 3 sorties de l'ESP, pouvoir avoir par cette série-là 8 sorties, voire 16 sorties, si les deux registres sont montés l'un derrière l'autre, 16 sorties. Alors ça peut être intéressant pour alimenter par exemple la signalisation, les LED des ferroviaires. Donc on va avec 3 sorties distribuées sur 8 LED par exemple. Et des fois 8 LED ne suffisent pas, d'où l'intérêt de rajouter un HC ici. Ici, un ULN 2803, donc transistor, qui permet de transmettre des courants plus forts que, bien évidemment, ceux transmis par l'ESP. On va considérer qu'ici, ce sont des courants de commande, des courants logiques, et ici, un petit peu de puissance. Alors, si on n'a pas besoin de beaucoup de puissance, le 5 volts arrive ici, et on a ce petit switch là qui permet de distribuer le 5 volts à tout le monde. Si on a comme 8 LED par exemple ici, 1 ampère ici, malgré la consommation là, ça suffit largement pour alimenter. Maintenant, si on souhaite communiquer en logique avec des choses qui ont une plus forte consommation, ce que l'on va faire, on va déconnecter ici les ULN du courant de 1 ampère là, et puis on va entrer ici le courant que l'on souhaite, par exemple du 12 volts, par exemple en 3 ampères. On a ici une diode qui permet principalement l'anti-retour, si jamais on a oublié là que ça repart pas dans ce circuit là.
et qui évite aussi les erreurs de polarité au cas où. Et donc à ce moment-là, cette partie-là devient totalement, les ULN deviennent totalement indépendants du reste du courant de la carte, sont alimentés directement, la logique bien sûr reste là, et là on peut travailler avec des courants beaucoup plus forts, on peut imaginer piloter des moteurs d'aiguillage avec des fortes consommations ou des LED plus puissantes ou tout ce que l'on veut. Donc vous avez bien compris que là c'est pareil, on peut équiper la carte au fur et à mesure de ce dont on a besoin. Ici on se dit on a 8 LED simplement, mais si j'en ai besoin de 16, je viens remettre des résistances qui correspondent. Je viens remettre un 74 HC595 et je reviens remettre un ULN. Voilà l'essentiel. Alors, petit détail, donc on a vu tout à l'heure que ici, une carte en elle-même peut piloter jusqu'à 4 aiguillages. Alors, c'est une limitation, mais c'est déjà pas mal. Il faut rappeler que les précédents satellites ne commandaient qu'un cerveau. Mais la logique était différente, et j'en profite pour en reparler. La logique avant d'un satellite dans la version 1, c'était de piloter on va dire, dans une zone qui n'était pas forcément stricto sensus un canton. On pouvait piloter, si on avait besoin sur un canton de piloter 2 signaux, on n'avait pas assez avec un satellite, et on mettait 2 satellites sur un seul canton, et inversement, si on avait un satellite sur un canton, mais un canton droit qui ne nécessitait pas grand-chose, les ressources disponibles, on pouvait les réaffecter à un autre. Ici, dans le cas du satellite V2, c'est très important, c'est un satellite par canton. C'est vraiment ça le concept, sinon ça ne marche pas. Un satellite par canton. Voilà la carte présentée dans son ensemble. Alors le tout dernier point qui me reste à vous présenter succinctement pour l'instant, c'est vraiment ce qui va faire la particularité, la spécificité, l'originalité et l'intérêt en fait de ça. Ça va se résumer d'un point de vue visuel à ces 2 petits boutons poussoirs et ce petit switch à 2 boutons. Le principe exposé très rapidement, c'est que chaque satellite doit connaître tous ces satellites environnants. Donc ça, il n'y a pas de nouveauté véritablement par rapport à ce qu'on trouve pour un logiciel de gestion de réseau, mais on va enregistrer très simplement les satellites environnants avec ces 2 boutons et ce switch. Alors, on y reviendra beaucoup plus largement, mais simplement pour dire, si ici je veux faire découvrir à ce satellite-là le satellite qui est immédiatement derrière, sans aiguille, ou une aiguille à pointe qui appartiendrait donc à ce canton, l'aiguille à pointe étant toujours reliée au canton, dans ce sens-là, à pointe ici ou à pointe ici d'ailleurs. Mais prenons l'exemple d'un réseau droit. Alors, je dis c'est droit, mes switches sont à 0 pour le 1 et pour le 2. J'appuie ici sur mon bouton satellite moins celui qui est avant le satellite suivant. Et de la même manière, sur le satellite suivant, je vais appuyer sur satellite plus. Et là, automatiquement, les 2 cartes vont échanger leurs identifiants et vont dire, eh bien, je suis ton voisin immédiatement derrière, ou inversement, tu es ma voisine immédiatement devant. Et si le premier aiguillage, s'il y avait un premier aiguillage et s'il était dévié, alors, eh bien, on dirait premier aiguillage dévié maintenant, quel est le canton, quel est le satellite? Eh bien, on va faire la même opération avec le satellite qui est à dévier. On va appuyer sur moins ici, appuyer sur plus sur l'autre satellite à dévier, et le satellite à dévier va donner son ID à lui, qui va bien sûr l'enregistrer dans une case différente, et ainsi de suite.
pour le processus de découverte. Donc c'est pas là maintenant qu'on va le détailler particulièrement, mais voilà comment va voilà comment se va réaliser le processus de découverte, tout bêtement, en appuyant sur ce petit bouton, en ayant commuté la position des différents satellites par rapport à leurs aiguillages, et en précisant rapidement aussi derrière que quand on a créé par exemple le tronçon, on a donné le satellite qui est juste derrière droit et le satellite juste derrière dévié, eh bien le programme crée automatiquement, il en déduit qu'il y a un aiguillage qui est là et il crée cet aiguillage avec ses paramètres par défaut de butée déviée, de butée droite, de vitesse d'aiguillage et ainsi de suite. Voilà donc pour la présentation un petit peu générale de la carte. Alors, un petit complément par rapport à ça. Je vous présente ici une carte Raycom. Je vais la mettre dans le sens qu'on voit les écritures. Alors, c'est une petite carte qu'on a développée donc à l'Arduino qui permet ici, le DCC entre ici, le DCC sort ici, et là, on va récupérer pour les locomotives bien évidemment équipées de décodeurs compatibles Raycom, on va récupérer l'adresse de la locomotive. Alors, ceci nous intéresse particulièrement dans le cas de nos satellites autonomes, puisque le satellite va, par l'une des entrées ici, récupérer l'adresse de la locomotive qui est sur son canton. Alors, l'adresse bien sûr, et de fait, si le canton est occupé ou pas, ce qui va lui servir pour communiquer avec les autres satellites et bien sûr leur donner l'information que ce canton-là n'est pas accessible. Donc voilà, c'est principalement la carte Raycom qui va être utilisée avec ces satellites. Alors, sachez quand même qu'elle est prévue, elle peut recevoir de la détection RFID qui elle aussi va nous donner non seulement une occupation mais également le numéro de la loco. C'est le même principe, les deux d'ailleurs peuvent cohabiter, non pas sur le satellite, le même satellite ça n'aura aucun intérêt, mais un satellite peut être en Raycom et l'autre pourrait être en RFID, que ça fonctionnerait tout à fait bien. Voilà. Alors pour essayer de faire un petit peu le tour de cette présentation très succincte du principe de satellite autonome, il faut quand même que je vous parle aussi de cette carte un peu particulière. Ça, elle est appelée carte MEN dans le concept de satellite V2. Il y en a une par réseau, une seule, quelle que soit la taille. C'est une carte qui, par exemple, va permettre de distribuer à chaque nouvelle carte sur le réseau un identifiant unique, c'est le propre de l'identifiant, un identifiant unique, et le compteur en fait d'identifiants se trouve ici. C'est elle également qui va permettre de distribuer certaines informations, mais j'y reviendrai. Alors ici, elle est un petit peu différente des satellites. C'est d'ailleurs pas une carte qui était prévue au départ pour les satellites. Le CAN fonctionne avec du filaire, mais on retrouve bien sûr le MCP 2562. On retrouve un peu les mêmes principes. Son alimentation en 12 volts également ici. Son convertisseur 5 volts et le convertisseur 3 volts 3 ici. On va se retrouver dans d'autres vidéos pour détailler un peu plus les choses.